Bonjour et bienvenue à la présentation de l'équipe 102 sur l'application Fais-moi un dessin. Mon nom est Vincent et c'est moi qui vous accompagnerai pour les premières parties de cette présentation. Commençons tout d'abord par une brève introduction. Qu'est-ce que l'application Fais-moi un dessin? C'est une application qui permet de jouer au jeu du même nom à distance grâce au réseau. Pour pouvoir construire cette application-là, on a eu besoin de développer un client lourd qui permet de jouer sur ordinateur et un client léger qui permet de jouer sur tablette. On a aussi eu à développer un serveur pour permettre les communications. C'est un projet particulier parce qu'il y avait peu de supervision. En fait, on avait une remise initialement, puis l'autre remise était à la toute fin du projet. On a donc dû faire preuve de bonnes habiletés de gestion de projet. Dans cette présentation, on va aborder certains volets de la gestion de projet. Sinon, on va aussi faire une analyse critique des contributions individuelles de chaque membre de l'équipe. Passons au plan maintenant. Donc, c'est moi qui va commencer avec la gestion de projet. Ensuite, tour à tour, Simon, Hakim, Abderrahim, Rostislav et Sitchen vont présenter une analyse critique de leurs contributions personnelles. Comme je vous ai dit, je m'appelle Vincent et moi j'ai travaillé sur le client lourd principalement, mais j'ai aussi été très impliqué dans la gestion de projet. Et donc c'est pour ça que c'est moi qui vais vous en parler. Plus précisément, je vais vous parler de l'échéancier et des rencontres de suivi de l'avancement qu'on a fait tout au long du projet. Du côté de l'échéancier, ses points forts, c'était qu'on l'a fait en équipe. Donc tout le monde était au courant de l'ordre des tâches et de l'effort de chacune. Puis par la suite, on avait pris le temps, en équipe toujours, de bien analyser la dépendance entre chacune des tâches afin de faire un échéancier chronologiquement cohérent. Et puis maintenant que le projet est terminé, on peut dire que ça a été un succès. On n'a jamais eu de problème de dépendance en cours de projet. Les critiques par contre de l'échéancier, c'est qu'on avait grandement sous-estimé les premières tâches. C'était des tâches souvent plus risquées avec plus d'inconnus puisque c'était des nouvelles technologies. Et puis, au lieu de prendre, on avait prévu autour de 100 heures par semaine, on est monté parfois à 150, même 200 heures par semaine au cours des premières semaines. Par contre, on avait surestimé les dernières tâches. Donc, globalement, on avait bien estimé le projet, mais ces différentes parties, moins bien. Il faudrait, dans le futur, accorder plus de temps pour les tâches les plus risquées afin de prendre en compte justement certaines incertitudes qui peuvent arriver. Au niveau de l'effort, on l'a réparti uniformément dans la session sans prendre en compte qu'il y avait la semaine de relâche ou encore des examens. Alors la prochaine fois, il faudrait sortir l'horaire de Polytechnique puis ajuster notre effort en conséquence pour pas qu'il y ait des incohérences à ce niveau-là. Ensuite, au niveau des rencontres de suivi de l'avancement, nous, on avait 2 rencontres obligatoires par semaine. Les mercredis pour faire le calendrier de la semaine d'après, puis les lundis pour faire un retour sur ce qui avait été développé à la fin de semaine, qui était là souvent où il y avait le plus gros du développement. Ce qui était bien avec ces rencontres-là, c'est que ça nous gardait impliqués dans le projet, puisque c'était comme une rencontre, comme un cours à notre calendrier, qu'il fallait absolument être là. Puis on était toujours donc dans le projet. On n'avait pas de longues périodes sans nouvelles des autres ou sans progression claire. Et ensuite, on profitait de ces rencontres-là pour faire des démos. Ça avait été très apprécié parce que ça nous gardait motivés aussi, parce qu'on voyait l'application avancer, on voyait l'effort que les autres ajoutaient, puis ça nous donnait le goût nous-mêmes d'ajouter nos blocs donc au projet en cours. Et aussi, ça permettait de donner des feedbacks rapides à celui qui présentait. Des fois, le produit n'était pas encore fini, donc c'était parfait. On pouvait dire, ah, fais ça comme ça à la place, peut-être que c'est mieux. Il pouvait demander l'avis des gens qui étaient présents. Donc, ça évitait d'avoir à attendre à la fin puis de revenir en arrière. Et puis, ça assurait une cohérence aussi entre le client lourd et le client léger parce que les deux sous-équipes auraient pu partir chacun de leur côté en silo. Mais comme ça, en voyant tout le temps la progression de l'autre, c'était facile de rester cohérent au niveau de l'aspect visuel de l'application. Les critiques, par contre, c'est que nos sprints de 1 semaine étaient un peu courts. Probablement qu'on aurait dû faire des sprints de 2 semaines avec 2 fois plus de tâches, parce que si pendant la semaine il arrivait quelque chose hors de projet 3, on était un peu pris au dépourvu. Alors que si on avait eu 2 semaines, on aurait peut-être eu plus de marge de manœuvre. Finalement, les démos, ça apportait beaucoup de points positifs, mais ça apportait aussi une certaine pression pendant les présentations. On voulait bien paraître, on voulait que notre projet fonctionne bien devant nos coéquipiers. Donc peut-être ça aurait été important de bien spécifier au début que c'était informel, puis que c'était là pour avoir du feedback constructif. Donc, peut-être mettre plus au clair le rôle des démos au début aurait évité à certains d'être stressés inutilement. Donc, c'est tout pour moi. Maintenant, je passe la parole à Simon. Merci Vincent. Bonjour, je vais vous présenter l'analyse critique de mes contributions personnelles dans le cadre du projet. Mon rôle en tant que responsable du client lourd consistait à développer différentes fonctionnalités dans l'application bureau Electron en utilisant le quadriciel Angular. Tout d'abord, les 2 réalisations que j'ai choisi de vous présenter sont le mode de jeu mêlée générale dans lequel un minimum de joueurs
un minimum de 2 joueurs s'affrontent pour deviner un nombre maximum de mots et accumuler le plus de points possible. Et le deuxième, le clavardage en mode fenêtré. Je ferai une appréciation et une critique de chaque réalisation. Commençons par les appréciations de l'implémentation du mode de jeu mêlée générale. J'ai implémenté le mode de jeu mêlée générale qui faisait partie des 3 modes de jeu que l'équipe a développés. J'ai pu utiliser le mécanisme d'héritage pour dériver nos 3 modes de jeu d'une classe parent contenant les attributs et des méthodes générales pour tous les modes de jeu. Donc, chaque mode de jeu était une spécialisation de cette classe parent. L'héritage a aussi facilité la gestion des événements en ajoutant des méthodes qui les gèrent dans la classe parent. Une classe enfant pourra surcharger ces méthodes pour implémenter sa propre façon de gérer ces événements en fonction du mode de jeu. À l'aide de polymorphisme, je fournis une interface unique au mode de jeu pouvant être de différents types. Passons maintenant aux critiques. La première critique est que j'instanciais des objets non injectables au lieu d'utiliser des services injectables d'Angular qui manipulaient des données simples. Il n'est pas possible d'injecter des services dans une classe ordinaire non injectable. J'étais obligé d'instancier des services dans le constructeur, ce qui était moins pratique que de l'injecter directement dans la classe. La deuxième critique est que l'implémentation de la gestion des rôles de dessinateur et de devineur n'était pas optimale au niveau de la qualité du code. Dans la classe qui gérait le mode de jeu mêlée générale, j'ai ajouté des switch cases dans chaque méthode. Un switch case dans chaque méthode, afin de gérer les différents rôles des joueurs. J'aurais pu créer des classes dérivant de cette classe en fonction de chaque rôle afin qu'elles surchargent les méthodes avec leur propre implémentation spécifique au rôle. Ceci aurait drastiquement augmenté la qualité du code. Abordons maintenant les appréciations de l'implémentation du clavardage en mode fenêtré. J'ai implémenté la fonctionnalité de détacher le composant de clavardage de l'application. Pour ce faire, il a fallu ouvrir une deuxième fenêtre roulant notre application Electron. J'ai utilisé un service provenant du paquet npm ngx electron, un module Angular qui appelle les API Electron à partir du client. Vu que ce dernier est une librairie externe, il se peut que certaines de ces méthodes fassent sortir l'application de la zone détection de changement Angular. J'ai donc englobé ces méthodes dans la fonction run du service ngZone d'Angular, qui permet à l'application de rentrer dans la zone Angular à partir d'une tâche qui a été exécutée en dehors de la zone Angular. De plus, les interactions entre la fenêtre principale et la fenêtre détachée sont faites à partir des canaux que j'ai créés, des canaux de communication que j'ai créés à l'aide du service ngx electron. J'ai trouvé que c'était simple et rapide à implémenter dans notre application. Passons maintenant aux critiques. Premièrement, j'ai créé un seul canal de communication pour recevoir toutes les réponses de la fenêtre détachée dans la fenêtre principale. J'ai ajouté un switch case pour gérer les différents événements. Je trouve que il y aurait été mieux de créer un canal de communication pour chaque type d'événement. Deuxièmement, l'ouverture de la fenêtre détachée dure parfois longtemps. Il aurait été mieux pour l'expérience utilisateur d'ajouter un dialogue indiquant que la fenêtre est en train de s'ouvrir. Je passe la parole à mon collègue Hakim. Merci Simon. Je vais maintenant à mon tour présenter mon analyse critique des réalisations que j'ai faites pendant le projet 3.
Mon rôle que j'ai eu au sein de notre équipe de Projet 3 était responsable client léger. Ce rôle-là consistait principalement en la réalisation de fonctionnalités pour le client léger. Les réalisations que j'ai choisies dans le cadre de mon analyse critique sont la vue de dessin, qui correspond à l'interface, qui permet de réaliser des dessins, et la gestion des effets sonores dans le client léger. Et par effet sonore, je veux parler de musique de fond et de feedback auditif qu'un utilisateur pourrait entendre lorsqu'il effectue une action. Pour la vue de dessin, une première appréciation est le choix du sélecteur de couleurs. Le sélecteur de couleurs présenté à la figure 3.1 provient d'une librairie qui s'appelle HoloPicker. Et ça a été un choix très judicieux de ma part d'avoir opté pour une librairie pour le sélecteur de couleurs, parce que cela nous a permis de sauver beaucoup de temps de développement. Et aussi, cette librairie-là est extrêmement facile à intégrer dans notre projet. Puis, ce sélecteur de couleurs-là offrait un excellent équilibre entre l'expérience utilisateur et le choix de couleurs qui était disponible. Comme on peut voir à la figure 3.1, on a accès à un très grand inventaire de couleurs et on a 3 sélecteurs horizontaux qui permettent d'ajuster la teinte de blanc, de noir et l'opacité de la couleur. Ensuite, la deuxième appréciation est au niveau de l'organisation des éléments dans l'interface de la vue de dessin. Ces éléments-là sont organisés et séparés par des card views qui sont disponibles avec Android Material. Les card views ont permis de séparer les éléments de l'interface de façon élégante et de façon très claire. Cette séparation-là a donc affecté positivement l'expérience utilisateur, car un utilisateur aura beaucoup plus de facilité à naviguer cette interface et à cibler les informations qu'il a besoin de voir. Pour ce qui est des critiques, il y a d'abord que le code qui se charge de la disposition des éléments dans l'interface de la vue de dessin présentait une hiérarchie qui était beaucoup trop complexe. Cette hiérarchie-là se présentait sous la forme d'éléments qui s'imbriquaient les uns dans les autres pour donner des branchements qui étaient extrêmement profonds. Et cette hiérarchie complexe-là a impacté négativement la performance de notre application, car pour effectuer le rendu, l'application doit parcourir ces branchements-là au complet pour être sûr de faire le rendu de chaque élément qui s'y trouve. Ensuite, au niveau de la logique de l'interface de dessin, son implémentation était beaucoup trop complexe. Et cette implémentation complexe-là a fait en sorte que le code était très difficile à maintenir et très difficile à lire pour mes autres collègues. Et donc, lorsqu'il y avait des bugs dans cette fonctionnalité-là, il était très difficile de les régler. Et pour remédier à ces 2 critiques-là avant la remise finale, les revues de code que mes coéquipiers ont faites sur cette fonctionnalité-là m'ont beaucoup aidé à simplifier l'implémentation autant de l'interface en tant que telle et de sa logique. Pour ce qui est de la gestion des effets sonores, une première appréciation qu'il y a par rapport à ça est que cette gestion-là était faite dans un module qui était indépendant des autres composants du système. Donc, si on changeait une implémentation quelque part dans une composante, ça n'allait pas affecter le module des effets sonores et un changement dans l'implémentation du module des effets sonores n'allait pas affecter les autres composants du système. Ensuite, cette gestion centralisée offrait une interface qui était très simple d'utilisation pour les autres composantes. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait juste quelques méthodes que les autres composantes devaient connaître pour pouvoir faire jouer des effets sonores. Et aussi, pour intégrer ce module-là dans les autres composants du système, il y avait très peu de modifications de code à faire dans les autres composantes. Pour ce qui est des critiques, il y a d'abord que le choix de technologie fait pour la gestion des fichiers audio était pas très bon. Initialement, j'avais choisi Soundpool pour gérer les fichiers audio qui devaient être courts et joués à répétition. Ce choix-là fonctionnait de mon côté, mais ne fonctionnait pas avec toutes les configurations d'émulateurs que mes coéquipiers avaient. Et cette configuration-là correspondait avec les émulateurs déchargés. Et c'était un risque qu'on ne pouvait pas prendre pour la remise finale. Donc, pour remédier à ça, j'ai juste complètement changé la technologie qui gérait les fichiers audio et j'ai donc choisi Media Player à la place. Par contre, le choix de Media Player engendre la deuxième critique, qui est que Media Player requiert beaucoup plus de manipulation de code dans le module des effets sonores. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si je veux jouer un effet sonore, il faut que j'alloue moi-même un Media Player pour faire jouer ce fichier-là. Et si je veux éviter que des effets sonores s'empiètrent les uns par-dessus les autres, il faut que manuellement j'aille vérifier qu'un autre Media Player ne soit pas en train de jouer, que je l'arrête et que je joue le Media Player qui contient le fichier audio que j'ai envie d'entendre. Et ça, c'est ce qui va conclure mon analyse critique de mes réalisations et je vais laisser la parole à mon coéquipier. Merci de m'avoir écouté. Merci Hakim. Bonjour tout le monde, je vais vous présenter une analyse critique de mes contributions personnelles dans le cadre du cours.
Mon rôle en tant que responsable du client léger consistait à développer différentes fonctionnalités dans l'application mobile sur Android. Tout d'abord, les deux réalisations que j'ai choisi de vous présenter sont l'implémentation du thème et le développement du mode de jeu co-op. Je ferai une brève description de ceux-ci avec une appréciation et une critique. Tout d'abord, pour vous mettre en contexte, l'implémentation du thème consistait à implémenter une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de choisir entre le thème sombre et le thème clair. De plus, l'utilisateur devait pouvoir définir une option d'alternance automatique entre ces thèmes selon la période de la journée. Enfin, le thème devait être associé à un profil d'utilisateur. Donc, lors de sa connexion, le thème choisi auparavant devait être appliqué à l'ensemble de l'application. Premièrement, malgré les limitations de la technologie d'Android, j'ai pu implémenter de manière dynamique le changement de thème à l'ensemble de l'application. Par la suite, j'ai opté pour une solution qui favorise l'expérience utilisateur et qui réduit les dépendances aux autres fonctionnalités. Cela m'a permis de réduire considérablement les erreurs de compilation. Cependant, cette solution n'était pas nécessairement la meilleure ou la plus optimale, mais avec le temps restant, je crois que c'était la meilleure solution afin de ne pas affecter d'autres composantes ou d'autres fonctionnalités et ainsi réduire l'expérience utilisateur. Entre autres, je crois avoir grandement sous-estimé le temps d'implémentation de cette tâche et l'impact que ça pouvait avoir sur d'autres composantes de l'application. Enfin, je juge que la cause principale de cette mauvaise analyse est surtout liée à la phase de prototypage. Je crois qu'il aurait fallu, lors de cette phase, faire davantage de tests dans un contexte plus concret. Cela nous aurait permis de détecter à ce moment-là les problèmes et les impacts liés à la tâche afin d'allouer suffisamment de temps pour l'implémentation. Ensuite, pour le mode de jeu co-op, où plusieurs joueurs humains collaborent pour deviner des mots d'un dessinateur virtuel, en résumé, les joueurs devaient pouvoir voir les tentatives des autres, mais aussi de partager les demandes d'indices dans une partie. Enfin, sachant que les technologies entre le client lourd et le client léger sont tout à fait différentes, il y a eu plusieurs défis lors de l'implémentation, tels que l'animation, qui devait être similaire entre les deux clients. D'abord, avant même de commencer l'implémentation de cette tâche, j'ai pu détecter plusieurs similitudes avec les autres modes de jeu, tels que le mode mêlée générale et le mode solo, ce qui m'a permis de tirer profit de ces points en commun et faciliter ainsi la réutilisation de code. De plus, à l'aide du concept de polymorphisme, j'ai pu écourter la phase de conception puisque le mode solo était déjà implémenté, ce qui a laissé plus de temps sur l'implémentation de l'interface utilisateur. Enfin, en utilisant les caractéristiques du polymorphisme, les changements que j'ai faits du côté de l'interface utilisateur et des fonctionnalités étaient ainsi reflétés aux différents modes de jeu. Par contre, le fait de tirer profit des points en commun des modes de jeu et implémenter des fonctionnalités dans le principe du polymorphisme ne veut pas dire que cela va prendre moins de temps. En effet, cela a pris plus de temps que prévu et a causé un retard dans l'échéancier des sprints. Enfin, je juge que cela aurait pu être évité en définissant dès le départ la méthode d'implémentation des modes de jeu et peut-être même de réaliser un diagramme UML. Je crois que cela aurait pu nous aider à avoir une meilleure vue d'ensemble et faciliter aussi l'implémentation. Donc cela conclut ma présentation sur deux réalisations dont j'ai eu la chance de travailler dans le cadre du cours. Merci pour votre écoute et je laisse maintenant la parole à mon collègue. Merci beaucoup, Abdé. Bonjour à tous. Maintenant, je vais vous présenter une analyse critique de ma contribution au projet des troisième années.
Durant ce projet, j'occupais également le rôle du responsable de l'interface client léger. Comme mes deux coéquipiers avant, je devais intégrer le jeu Fais-moi-un-dessin sur une tablette Android en utilisant les outils de développement natifs pour les systèmes Android à l'aide du langage de programmation Kotlin. J'ai choisi de vous présenter mes deux réalisations ci-dessous. La première d'entre elles est le Canva de dessin ainsi que tous ses outils. Comme notre projet était une continuation de l'année précédente, cette composante exigeait un peu moins de travail du côté client lourd car elle ne nécessitait qu'une intégration de sa logique dans le nouveau projet. En ce qui concerne le client léger, il n'était pas possible de l'intégrer de manière aussi fluide et élégante. Il fallait donc penser à une façon de présenter les traits sur l'écran tout en ayant une manière de communiquer avec les autres joueurs. Ma seconde réalisation, comme celle de Simon, est le mode de jeu mêlé général, mais cette fois-ci sur le client léger. Étant le mode de jeu le plus complexe des trois que nous avions à faire, sa réalisation est accompagnée de beaucoup de critiques. Je vais maintenant vous présenter ces réalisations avec plus de détails concernant mes appréciations et mes critiques envers elles. Ma première appréciation envers mon implémentation de Canva dessin était son fonctionnement modulaire. Chaque composante avait un rôle très clair pouvant prendre plusieurs formes. Dans le cas des outils, le crayon et les faces retournaient tous les deux les actions pouvant être exécutés autant de fois que l'on voulait. Leur exécution retournait une réaction qui pouvait être annulée de manière aussi simple. Cette approche m'a permis d'ajouter l'outil Annuler Refaire sans aucune difficulté, puisque tout outil devait se conformer à ce fonctionnement. Si nous avions ajouté un troisième outil de dessin dans le futur, il fonctionnerait sans aucun effort supplémentaire pour l'intégrer. Une seconde appréciation est également une partie modulaire, mais cette fois-ci, la communication avec le dessinateur externe. Puisque nous avions deux types de dessinateurs externes, le premier étant le vrai joueur sur un appareil différent, et un autre un joueur virtuel dont les données proviennent de l'application elle-même. Ces deux types de communication devaient être gérés de la même manière grâce aux interfaces. Les deux types fournissent des événements de dessin du point de vue de Canva. Les deux sont équivalents grâce à mon approche polymorphique. Passons maintenant aux critiques. La première et la plus grande d'entre eux est l'architecture complexe. Malgré l'interface au niveau très simple, le fonctionnement interne n'est pas facile à comprendre, sans un diagramme de classe devant les yeux, même pour moi. Si j'avais à revenir dessus quelques temps après, j'aurais la difficulté à me rappeler ce que chaque chose faisait. Ceci est dû au fait que j'ai négligé une composante cruciale au fonctionnement de l'EFAS durant l'application du design du Canva. Il fallait donc attacher quelques classes de façon maladroite afin de faire fonctionner le tout. Une meilleure planification aurait réglé ce problème. Une autre critique était la performance du Canva. Comme tous les traits sont empilés un par-dessus l'autre, lorsque le canvas se ferait dessiner quand l'utilisateur ajoute un point avec son crayon, chacun des traits empilés se ferait dessiner un par un. Ceci cause une baisse de performance sur les appareils très faibles que les appareils Android lorsqu'il y a beaucoup de traits. Je n'ai pas mis assez d'efforts pour atténuer ce problème, alors qu'il y a des solutions du côté des algorithmes pouvant masquer ces baisses de performance. Passons maintenant aux appréciations et aux critiques du mode de jeu mêlé général. La première appréciation est la gestion de tout type d'utilisateur. Le mode de jeu mêlé général doit pouvoir supporter trois types de joueurs. Le dessinateur, le devinant pour un vrai joueur et le devinant pour un joueur virtuel. Une fonction sert de nœud pour faire la séparation. Aucun autre endroit dans la logique de ce mode de jeu doit faire la distinction entre les trois types. Tout le reste est géré grâce à la modularité du Canva, tel que mentionné dans les appréciations de la réalisation précédente, et le polymorphisme des interfaces des parties, où chaque interface, dessinateur ou devineur, a une suite de fonctions standards auxquelles elle répond. Les vues dynamiques m'ont également permis de simplifier énormément le code et éviter la duplication. Comme l'approche de ngIf du Angular n'est pas faisable sur Android, il fallait trouver une façon de réutiliser les vues des parties qui ne changent pas, peu importe le mode de jeu ou le type de joueur. Le Canva, le clavardage et le temps des parties restaient le même, peu importe le mode. J'ai donc placé les autres composantes dans les vues à part et je les ai attachées dynamiquement au fragment principal, dépendamment du mode. Lorsque je devais implémenter une certaine logique du mode mêlé général, je me suis aperçu que le classement de joueurs devait être différent de celui du mode de sprint solo et sprint coop. À la place de dupliquer tous les fragments, j'ai décidé de créer une séparation qui nous a beaucoup servi bien au-delà de ce mode de jeu. Parlons des critiques pour cette réalisation. Le développement de ce mode de jeu était péniblement long à cause de tous les bugs. L'application pouvait s'arrêter à tout moment, que ce soit lorsqu'un joueur passe trop de temps avant de commencer la partie ou s'il décidait de recommencer sa partie. Plusieurs éléments communiquent entre eux, il fallait que tous ces services demeurent vivants et que leur cycle de vie soit bien géré, sinon les exceptions du type No Pointer Exception arrivaient, ce qui était le type d'erreur le plus commun. Tous les bugs connus ont heureusement été repérés, cependant les traces de la réparation ont beaucoup d'ampleur sur ma base de code
pour cette composante. Dernièrement, la mauvaise synchronisation des événements était le problème dont la plupart des erreurs arrivaient dans l'application et durant tout le développement. Comme tous les messages du serveur arrivent de manière asynchrone, il était très dur d'éviter qu'une composante en train de se détruire évite de traiter l'un de ces événements. Les race conditions m'ont obligé à mettre encore plus de bandages sur le code avec des mutex pour tout synchroniser. Toutes les erreurs auraient pu être évitées grâce à une meilleure gestion des événements du serveur. À la place de gérer tous les 10 fils d'exécution en même temps, avoir une queue de traitement pourrait régler la vaste majorité de ces problèmes. Sur ce, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Zichen. Merci Ross. Bonjour, je suis Sichan et je suis le responsable du serveur durant notre projet 3. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux de mes réalisations. D'abord, je vais parler du déploiement du serveur sur cloud. Comme vous savez, le serveur, son rôle est de faire la communication entre différents clients. Ensuite, je vais vous présenter l'utilisation d'une base de données cloud. Donc, notre base de données, contrairement à une base de données conventionnelle, elle est plutôt virtuelle. Donc, d'abord, pour le déploiement du serveur sur cloud, j'aimerais souligner quelques appréciations. D'abord, le déploiement est très simple et rapide grâce à Heroku, qui est la plateforme qu'on a choisi d'utiliser. Avec Heroku, le déploiement et la mise à jour peut être complété à l'intérieur d'une minute avec seulement une ligne de commande. Donc, cette rapidité nous permet de fixer les bugs et voir les mises à jour très rapidement. Donc, ça facilite notre développement. Et aussi, ça facilite le développement des applications pour les clients. Donc, les clients, soit légers ou lourds, lorsqu'ils veulent travailler sur leur application, ils n'ont pas besoin d'exécuter une instance de serveur localement sur leur machine. Ils veulent simplement parler au serveur déployé à travers un URL. De plus, les logs du serveur déployés sont accessibles à tout le monde. Donc, puisqu'on partage le même compte utilisateur, tout le monde a accès au serveur déployé. Cependant, j'aimerais souligner quelques critiques qu'on a eues. D'abord, il y a un conflit potentiel entre les différentes technologies qu'on utilise. Par exemple, au début, notre serveur est déployé sur Firebase. Cependant, Firebase n'est pas compatible avec Socket.io. C'est pour ça qu'on a choisi d'utiliser Heroku. Cependant, Heroku et Socket.io ne sont pas totalement compatibles non plus. On peut seulement créer une connexion Socket avec Heroku. Donc, ceci peut être problématique plus tard si jamais on a beaucoup plus de communication sur Socket.io. On ne peut pas avoir plus qu'une connexion avec Heroku. Ensuite, on a une limitation de performance et de fonctionnalité avec un compte gratuit. Donc, avec Heroku, après 30 minutes d'inactivité, le serveur va tomber en dormance, en hibernation. Et pour le réveiller, il y a un délai de dizaines de secondes. Donc, ceci peut causer un problème au niveau de l'expérience utilisateur. Ensuite, pour l'utilisation d'une base de données cloud, j'aimerais d'abord souligner quelques points positifs. D'abord, la connexion avec la base de données est très simple et rapide. Le serveur peut connecter à la base de données simplement avec un stream de URL de connexion. Ensuite, cette base de données est facilement accessible par une interface web. Donc, contrairement à une base de données conventionnelle qui est sur une machine locale physique avec une ligne de commande, avec des lignes de commande, cette base de données est accessible à tout le monde et très facile à utiliser. Ensuite, cette base de données facilite la gestion des données du serveur. Donc, au lieu de sauvegarder toutes les données d'utilisateurs, des messages sur le serveur peut déléguer cette responsabilité à MongoDB Atlas, qui est notre plateforme de base de données. Donc, MongoDB a des fonctions déjà écrites qui permettent la transmission de données. Donc, ça facilite la gestion de données. Cependant, on a quelques critiques reliées à cette utilisation. D'abord, on a une limitation d'espace mémoire avec un compte gratuit. Donc, on a seulement 256 MB. Ceci est en fait assez pour l'instant. Cependant, si jamais on veut avoir plus d'utilisateurs ou plus de dessins, ça devient très rapidement problématique parce que on n'a pas assez
d'espace mémoire sur cette base de données. Ensuite, la manipulation de données est plutôt difficile comparant à une base de données conventionnelle. Par exemple, sur l'interface web, il est presque impossible de dupliquer une table de données. Cependant, cette manipulation est très facilement faisable avec une ligne de commande sur une base de données conventionnelle. Et aussi, cette base de données virtuelle est moins performante que une vraie base de données déployée sur une machine virtuelle. Donc ici, je pense aux d'autres plateformes telles que Google Cloud Platform, Amazon Web Service ou DigitalOcean, qui sont des plateformes PaaS, qui est Platform as a Service. Donc, notre base de données est sur une machine virtuelle qui est beaucoup plus puissante que la plateforme cloud. Donc, ceci conclut ma partie sur le serveur. En conclusion, avec une bonne gestion d'équipe et une bonne cohésion, nous avons réussi à livrer un produit final complet et satisfaisant selon nos attentes. Nous avons également beaucoup appris durant ce projet et cette analyse critique va nous permettre d'encore mieux comprendre nos forces et nos faiblesses. Nous avons hâte de pouvoir appliquer ces nouvelles connaissances dans nos futurs projets. Ceci conclut notre présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Voici nos sources. Merci de votre écoute.